la France prend l'argent des Africains pour endetter les Africains. La France utilise les capitaux des Africains pour endetter les Africains. Comment ils font? Comment on le fait? Prenons un exemple. Imaginons un seul instant, on vous prête, vous, 12 000 milliards d'euros de francs CFA. On vous confie ça. Eh bien, pendant un an, même puisque vous n'allez pas garder cet argent sous le paillasson, sous le matelas, vous allez confier ça à un banquier. Le banquier vous dit, je vous rémunère pour 1% seulement. J'ai dit, on vous confie et vous placez ces 12 000 milliards dans une banque qui vous rémunère ne serait que pour 1%. 1% des 12 000 milliards, c'est 120 milliards d'intérêts seulement. 120 milliards. C'est comme ça que ça fonctionne. Eh bien, la France, un seul exemple, donc, ces intérêts rapportés en faveur de la France plus dessus, elle va aller prêter cet argent aux Africains, tabour battant, en mutant tous les journalistes, on s'en va aider les Africains. C'est-à-dire qu'on s'en va prêter l'argent des Africains aux Africains. Mais d'abord, c'est de l'argent qui est placé sur les marchés internationaux, avec donc la France a des revenus de cet argent-là, ensuite prêter aux Africains. Mais je vais vous dire en 2 mots, c'est très simple. Vous avez des comptes d'opération de tous les pays africains, 14 pays. Quand la Côte d'Ivoire, il y a des pays qui sont toujours en positif sur leur compte. Il y en a qui sont toujours juste ou en négatif. Alors, on prend sur l'argent de ceux qui sont en positif et qu'on détient pour prêter à ceux qui sont en négatif. Donc, on prête l'argent des Africains aux Africains. C'est ça, l'aide au développement. Il faut le savoir, parce que les Français ont le sentiment d'être pillés par les Africains et qu'on aide les Africains et qu'ils se débrouillent pas. On leur prête leur propre argent. Que ça soit clair, c'est la vérité. Vous citez François Mattei, d'ailleurs, les propos, pour rester 2 secondes sur le sujet, les propos d'un ancien directeur d'une banque centrale africaine. Il déclare « La France est un nain économique en Europe sans la maîtrise de ce franc CFA ». Donc c'est assez parlant. C'est assez parlant et c'est sans doute vrai, parce que il faut rappeler que le franc CFA était... On va pas remonter à la création du franc CFA. Au début, on a indemnisé les gens qui avaient des esclaves dans les colonies. On leur a donné de l'argent. Et avec ça, on a fondé une banque à Dakar, et de cette banque est sorti le franc CFA. Donc quand même, l'origine du franc CFA est assez particulière. C'est d'ailleurs le franc des colonies françaises d'Afrique, CFA. Bon, après, on a dit de la communauté financière africaine, parce que c'est aussi beaucoup plus joli, et la sémantique compte en politique. Mais en tout cas, De Gaulle, lui, il a maintenu ces choses-là. Pourquoi? Parce qu'après la guerre, la France était exsangue. Après l'occupation allemande, elle était exsangue. Donc il s'est appuyé pendant la guerre et après la guerre sur l'Afrique. C'était ce qu'on avait de plus fort, avec des matières premières pas chères. Avec le franc CFA, vous avez pratiquement gratuite. Donc ça a été le fondement du redressement français. Il faut le savoir. Ça a participé au redressement français très fortement, très fortement. Donc si on le perd, avec tout ce que ça comporte, je vais donner un exemple. Quand il y a dans un pays comme le Nigeria, qui a une monnaie qui fluctue, il y a beaucoup de compagnies d'aviation qui s'en sont retirées parce que leurs dividendes avaient fondu. C'est-à-dire leurs bénéfices qui étaient au Nigeria se retrouvaient à zéro. La France a négocié, Air France a négocié. Eh bien, dans les pays du franc CFA, ça ne varie pas. C'est-à-dire que les entreprises françaises peuvent investir, savent qu'elles vont retrouver à terme leur argent. Donc c'est aussi une grande sécurité pour les groupes français pour travailler là-bas. Un des éléments que je voulais signaler, c'est que c'est une technique mise en place pour faire ce qu'on appelle la mise au pas des dirigeants africains. Sinon, c'est ce que moi j'appelle la violence nazie encore. Pourquoi? Parce que tous ceux qui, d'une manière ou tous ceux qui ont eu à aspirer à la souveraineté de leur pays, que ça comme soit Sankara, que ça soit Djibo Bakary du Niger, qui devrait prendre le pouvoir parce qu'il était le président du parti Sawaba. C'est lui qui devait prendre le pouvoir. Comment il s'appelle? Eh bien, Djibo Bakary. Mais en tout cas, général de Gaulle lui a créé tous les problèmes et il l'a obligé à fuir le Niger et en lieu et place on a mis Amani Dioré. Ça c'était en 58. En 1958, ça a été le cas de Sékou Touré. Je ne vous fais pas un dessin. Sékou Touré, il a dit non, quand on est souverain, on est indépendant, on bat sa monnaie.
général de Gaulle, lui a créé tous les problèmes. On a même déversé sur la Guinée des faux francs français guinéens pour pouvoir... Des faux francs guinéens. Des faux francs guinéens. C'est-à-dire qu'ils ont semé la panique voilà, monétaire. Organiser, pouvoir désorganiser les barbouzes, quoi, ont fabriqué une panique monétaire. Hein. Puisque le temps nous est compté, on va aller très vite. En 62, il y a eu Modibo Keïta du Mali, qui a battu monnaie. Eh bien, toutes les tracasseries, tous les ennuis lui ont été créés, avec même la complicité de certains dirigeants africains sur lesquels s'appuyait la France, mais je ne vais pas les citer volontairement. Eh bien, à la fin des fins, Modibo Keïta a été arrêté, mis en prison, empoisonné et mort en prison. Ah ben oui. Ensuite, en 1963... Et le Mali est revenu dans le franc CFA. Voilà, et finalement, on a obligé le Mali à revenir dans la zone franc CFA parce que c'était le mauvais exemple à ne pas suivre. Combien de pays en pourcentage aujourd'hui sont dans la zone franc CFA sur le continent africain? Non, il y en a 15. Ce sont ces 15 dont nous parlons. 15. Ensuite, essentiellement en Afrique de l'Ouest? En Afrique de l'Ouest et en Afrique et en Afrique centrale. Vous retrouverez tous ces exemples dans ce livre qui est passionnant. Hein. On les présentera à la fin. En 1963, il y a eu Sylvanus Olympio du Togo. Le 15 janvier 1963, il devait mettre sur la place publique la monnaie du Togo. Eh bien, 2 jours avant, c'est-à-dire le 13 janvier 1963, il a été assassiné. Parce que justement, il veut battre monnaie. Après, il y a eu, en 1975, il y a eu Ngueta Tombalbaye du Tchad. Eh bien, parce qu'il voulait battre monnaie, il a été bombardé par l'armée française, par les bombes françaises, et il est mort dans son palais. Ensuite, vous connaissez l'histoire de, comment on appelle, Kadhafi, qui on la connaît voulait, très bien. Peu importe tout ce qu'on dit, mais nous sommes dans le domaine de la monnaie. Il voulait créer la monnaie africaine, c'est-à-dire la Banque centrale africaine avec la monnaie africaine. Par voie de conséquence, le franc CFA allait disparaître. Vous savez ce qui est arrivé. Et enfin, je prends le cas du président Laurent Gbagbo de Côte d'Ivoire. Rappelez-le, s'il vous plaît, ce qui s'est passé à Kadhafi, parce qu'il y en a peut-être qui... Non, tout le monde le sait. Il a été assassiné. Le cas du président Laurent Gbagbo. Comme on voulait absolument que le président Gbagbo ait des problèmes, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, tout simplement, on a fermé, lors de venue de Paris, on a fermé sans sommation, sans préavis, toutes les banques commerciales qui sont en Côte d'Ivoire. Alors, imaginez un seul instant. Vous êtes un chef d'entreprise. Vous voulez retirer l'argent. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas payer ni les salaires, ni les fournisseurs. En un mot, votre entreprise. Vous faites faillite. Votre entreprise est bloquée. Vous êtes un ménage. Vous voulez retirer de l'argent pour nourrir la famille, payer les médicaments. Vous ne pouvez pas. C'est tout le système des encaisses qui est bloqué. Mais c'est la France. La France a le moyen de fermer les banques commerciales ivoiriennes. Mais bien sûr, c'est qui détient la monnaie. Si Nicolas me permet, j'ai vécu. Qui vécu. détient la monnaie. Et écoutez bien. Y compris les banques commerciales ivoiriennes. Oui, bien sûr, puisqu'il y a la solidarité aussi. Parce que c'est ça qu'il faut savoir. Parce que quand on dit la BCC, c'est bien, et la BNP, la Société Générale, c'est bien la Société Générale, et par commodité, et non, pas par solidarité, quand tout simplement, toutes les autres banques commerciales ont fermé. Alors, conséquence, Monsieur le ministre, de cette fermeture des banques, l'État de Côte d'Ivoire prend le contrôle de ces banques. Alors, il met des mesures en place. Est-ce que ces mesures-là sont ponctuelles ou, quand vous dites naturalisation, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on fait? D'abord, on n'a jamais utilisé le terme naturalisation. Nationalisation. On a pris ni nationalisation. On a pris le contrôle de ces banques par une participation totale et complète dans le capital ça veut dire de quoi? Ces entreprises. En plus simple. Ça veut dire qu'en termes clairs, ce sont des sociétés d'État par transfert de propriété. Comme on dit à Bobo, c'est pour nous. Voilà, c'est pour l'État de Côte d'Ivoire, c'est pour ça les va plus changer. C'est déjà décidé. D'accord. Ça ne bougera plus. D'accord. Cette décision est irréversible. Très bien. Et donc, je vais dire, dans un pays, vous savez, le président de la République n'a jamais voulu même, il n'a jamais pensé prendre une telle décision.
Il y a été Jamais. contraint. Mais monsieur C'est-à-dire qu'on l'a amené à prendre cette décision. Ce n'est pas une si mauvaise chose, hein, monsieur. Évidemment, ce n'est pas une mauvaise chose. Voilà. Les deux banques, c'est-à-dire quand vous prenez la BCC et la SGBCI, ça concentre pratiquement 28%, 30% des déposants en Côte d'Ivoire. Donc c'est la plus grosse partie. Qui peut le plus en quelque temps, peut le moins en, je dis, 10 fois moins de temps. C'est pour ça que nous avons décidé d'attaquer les plus gros. C'est une question de stratégie et de tactique. Et lorsque nous aurons lancé aujourd'hui, depuis un certain temps, la BCC, je crois depuis hier, la BCC a ouvert au public. Et bien d'ici la fin de la semaine prochaine, avant le 15, eh bien la SGBCI siège central, cela s'entend, sera ouvert au public. Mais entre-temps, nous sommes en train de préparer des décisions pour les autres banques. Et nous discutons naturellement avec les Ivoiriens qui travaillent dans ces banques pour voir concrètement quelles sont les dispositions. Nous avons des réponses. Très bien. Dans peu de temps, eh bien, les Ivoiriens découvriront ces réponses-là. Que les Ivoiriens ne s'inquiètent pas. Qui peut le plus, peut le moins. Ce qu'on a fait pour la BCC et pour la SGBCI, si c'est ça la solution, eh bien, nous ne manquerons pas de prendre la bonne décision pour les Ivoiriens. Parce que ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est avant tout l'intérêt supérieur du peuple souverain de Côte d'Ivoire. C'est ça qui nous intéresse. Le reste, ça ne nous intéresse pas. Je me demande aujourd'hui, si pas extraordinaire, la France revenait à revoir sa position, est-ce que l'État ivoirien peut décider de lui rétrocéder ces banques-là? Qu'est-ce qui va se passer? Vous savez, pour le moment, on a pris une décision, je dis ferme et irrévocable, parce que relevant de la souveraineté de l'État de Côte d'Ivoire. Eh bien, les discussions qui peuvent s'engager, eh bien, ça sera peut-être d'autres discussions. Mais le préjudice que le peuple de Côte d'Ivoire a subi, il y avait des Ivoiriens qui avaient des parents à l'hôpital, qui ne pouvaient plus prendre de l'argent. Il y avait des Ivoiriens qui avaient tout leur argent dans ces banques, qui n'avaient même pas 5 francs sur eux, qui ne peuvent même pas payer leur loyer. Mais tout ce préjudice-là que les Ivoiriens ont subi, vous croyez qu'on est prêt à retourner dans le passé pour que dans quelques années, les Ivoiriens vivent ce même sort? Eh bien, nous sommes déterminés. Très bien. Et face à cette détermination, eh bien, le peuple de Côte d'Ivoire vaincra. Très bien. L'émission est terminée, mais je vous laisse le temps de ma conclusion. 1 minute. Vous êtes un grand technocrate, je compte sur vous, sinon on nous coupe. 1 minute pour conclure et vous adresser à la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Chers Ivoiriens, la Côte d'Ivoire ressemble à un pays qui, pendant 50 ans, a été économiquement prisonnier. Elle était en prison. Et puis, brusquement, on lui ouvre les portes de la prison. C'est vrai que maintenant, il faut prendre ses responsabilités. Parce qu'en prison, on vous nourrit, on vous loge, on paye votre eau, votre électricité. Vous ne savez même pas comment on produit tout ça. Mais quand vous êtes libre, vous devez compter sur vous-même. Et comme nous sommes un peuple intelligent, un peuple déterminé et décidé, eh bien, c'est tout juste le temps de prendre notre responsabilité face à l'histoire de la Côte d'Ivoire, face à l'histoire de l'Afrique et face au nouvel ordre mondial. Voilà le message que je veux donner aux Ivoiriens. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Mais ce que je voudrais dire, parce qu'il ne faut pas noyer le poisson, quand ces banques ont été fermées vers la fin, eh bien, Gbagbo était obligé, puisqu'on a même retiré, on a interdit aux représentants du président Gbagbo, à la BCAO qui est la banque centrale de ces 8 États, on les a renvoyés. Gbagbo a été donc obligé de dire, bon, en tant que premier responsable du pays, eh bien, je suis obligé de créer la monnaie ivoirienne. Et selon Koné Katina, le ministre du budget de l'époque, il dit au plus tard, le 15 mai. Quelle année? 2011. Eh bien, on devrait voir la monnaie ivoirienne en circulation. On a parlé à l'époque de création de la monnaie ivoirienne. Une monnaie ivoirienne indépendante de la France. Est-ce que c'est vrai qu'elle était déjà prête, qu'elle aurait été prête le 15 mai s'il n'y avait pas eu les événements du 11 avril? Oui, je suis obligé de dire, si on n'avait pas les événements du 11 avril et que la BCAO continuait de cette façon, le 15 mai, nous avions notre monnaie. Et ça, nous n'avons pas le choix. Nous n'avons même pas le choix.
Parce que, à un moment donné, nous serions en rupture de coupure d'argent. On en était en rupture de coupure d'argent parce que la BCEAO est alimentée, notre sécurité est alimentée à partir de Dakar, qui commande par rapport à qui renouvelle. Et la sortie de la masse monétaire en Côte d'Ivoire est énorme, puisque la bancarisation n'est pas forte. C'est-à-dire que les instruments de paiement autres que le numéraire sont très faibles. On n'utilise pas la carte, les chèques, on a peur des chèques, donc tout le monde en espèce. Donc il y a beaucoup de circulation de monnaie. Et le système qui a mis en face en nous assistant, c'était ça, empêcher la BCEAO de pouvoir recycler la monnaie et d'avoir des nouvelles monnaies, de sorte qu'ils soient en rupture de monnaie fiduciaire. Et est-ce que cette monnaie ivoirienne pouvait marcher? Ah oui, contrairement à ce qu'on dit, elle aurait pu marcher et totalement marcher. Contrairement à ce que la monnaie ivoirienne, contrairement à ce que les gens pensent. Et je pense que d'ailleurs, avant que je n'aille plus loin, l'une des raisons de la guerre précipitée était celle-là. Les gens savaient. Ils savaient que 15 000, la Côte d'Ivoire aurait eu sa monnaie. Et alors, ça aurait intégré toute la sous-région. Pourquoi? C'est très simple. Le camp de Burkina vient au port d'Abidjan pour dire je vais faire des opérations. L'opérateur économique burkinabé. Il est obligé d'utiliser la monnaie ivoirienne. Quand le Malien, le Nigérien vient vendre ses bœufs en Côte d'Ivoire, il est obligé d'utiliser la monnaie ivoirienne. Quand sa population burkinabé qui est là, qui opère en Côte d'Ivoire et qui fait la richesse pour exporter vers leur pays, dans lequel la solidarité africaine, pour lequel je suis totalement d'accord, hein. Je ne suis pas opposé à cela. La solidarité africaine nous oblige à cela, et c'est la seule façon pour nous en sortir et le faire en monnaie africaine. Quand vous avez 40% de la masse monétaire qui circule, qui vient d'un pays, forcément, vous détenez 40% de l'économie. Ça veut dire quoi? Que la monnaie que nous allons créer d'aller devenir une devise. Forcément, les deux choses, ou bien les autres nous suivaient dire, écoute, nous, on adopte cette monnaie. Ou alors elle utilisait comme devise, mais elle s'imposerait d'elle. Le dollar s'impose, c'est un exemple rapidement, s'impose parce qu'il y a l'économie française américaine. Puisque tout ce que vous voulez faire, vous le faites en dollars. Donc vous êtes obligé d'avoir du dollar en devise chez vous. Donc la monnaie allait parfaitement marcher. Ça, nous n'avons aucun doute là-dessus. Et le problème que nous aurions eu et pour lequel nous avions dit à la solution et la parade, c'était que le gouvernement français refuse de nous rétrocéder notre position nette qui était dans notre trésor, qui était de l'ordre de 2000 milliards de francs CFA. Ça, ils auraient pu, bon, et comme ça, comme nous étions dans ce conflit-là, ils auraient pu dire non, nous ne sommes pas d'accord, et puis mais nous avons déjà fait l'accord d'eux. Nous avons fait la parade. Donc le 15 mai, s'ils n'avaient pas fait ça, nous étions partis. Et c'est pourquoi ce gouvernement-là, je suis malheureux qu'on n'ait pas laissé ce gouvernement faire ce qu'il a envie de faire pour venir aux Ivoiriens. Le 15 mai, nous avions notre monnaie, et elle avait marché. Eh bien, tout ça, ça n'a pas plu à l'occupant français. Et la France s'est rattrapée sur le plan militaire. Quel mois? Juste combien de temps après? C'est-à-dire, vous avez vu ce qui s'est passé, les bombardements. Et on a quand, bombardé Gbagbo. C'est quand oui. les bombardements? C'est avril? En avril. On a bombardé Gbagbo. 2011. Oui. Mais enfin, attendez, il y a bien un prétexte. Qu'est-ce qu'a dit le gouvernement français pour justifier le bombardement de la Côte d'Ivoire? Non, mais bon, il est évident qu'on vous donnera des faux arguments. Le deuxième pilier de cette France-Afrique, évidemment, on n'aura pas le temps de l'aborder, c'est la présence de l'armée française. J'aimerais qu'on aborde par exemple le troisième, c'est le choix par l'Élysée des chefs d'État africains. Est-ce qu'ils doivent tous recevoir cette bénédiction élyséenne, sinon malheur à eux? Alors pour la présence de l'armée française, c'est lié à la nomination des chefs d'État. C'est lié dans la mesure où, quand vous avez une armée sur votre territoire qui peut faire ce qu'elle a fait à Gbagbo, parce que Gbagbo, la porte de la résidence a été cassée à coups de canon par un char Saguet français. Bon, c'est pas les rebelles, c'est les Français qui se sont mis devant et qui ont fait exploser la porte, qui sont entrés dans la résidence et qui ont ouvert la route aux rebelles.
La vidéo que je vais vous présenter aujourd'hui est inimaginable. On ne peut même pas penser un moment qu'un président français, Nicolas Sarkozy, peut décider de sa maison de l'Élysée de bombarder la résidence du président Laurent Gbagbo. Les chambres bombardées, la cuisine bombardée, le gazon bombardé, les familles bombardées, la femme, les enfants, les petits-enfants bombardés. C'est inimaginable. Et nous voyons cela avec beaucoup de souffrance. Mais nous résistons. Nous résistons parce que notre question, ce n'est pas Laurent Gbagbo. Notre question, c'est le symbole que cet homme représente pour notre pays. Le seul pays que nous avons au monde. Et tous, nous ne pouvons pas accepter cela. Et nous avons résisté, nous continuons de résister. La vidéo va vous présenter donc les maisons qui ont été bombardées. Elle vous présentera également les chars qui ont été bombardés. Et à ce moment, vous allez vous rendre compte des dégâts humains très importants qui n'ont pas encore été évalués. Parce qu'une résidence présidentielle, c'est des centaines de familles civiles qui y vivent, qui y travaillent. Chers amis, nous résistons. À bientôt. Voici la résidence du président Laurent Gbagbo. Elle a été bombardée. Vous voyez les impacts. Le marbre a été entièrement foudroyé et concassé. Les véhicules saccagés et brûlés. Voici la signature de la force Licorne ici à la résidence du chef de l'État. Nous sommes ici à la cuisine. Elle aussi n'a pas échappé à la violence meurtrière des hommes de Sarkozy. L'armée française a utilisé également des bombes incendiaires. Même le gazon n'a pas échappé à la furia des hommes de Sarkozy. Ce char a été bombardé par la force Licorne. C'est à la résidence du président de la République. Je suis ici à la résidence du président de la République, son Excellence Laurent Gbagbo. La Licorne, avec ses avions, ont bombardé la résidence hier. Voici, la maison du président a été touchée. Voici les chars qui gardaient l'accès à la résidence. Ils ont été bombardés. La France de Sarkozy est toujours dans la logique de la violence et de la mort.
À force de chercher dans le camp militaire de Port-Bouët, nous avons trouvé un Français qui réagisse sans ambiguïté à l'arrestation de Laurent Gbagbo hier. Je pense que c'est très positif et j'espère que ça va permettre aux activités de reprendre très rapidement. D'ailleurs, Ouattara l'a promis que les activités reprendront très rapidement. Et on peut faire confiance à M. Ouattara qui a une haute éducation que M. Gbagbo. Voilà, c'est dit et ce ne sera pas répété. Même si cette opinion est largement répandue chez les ressortissants nationaux, il ne fait pas bon afficher ses préférences. Bonjour, vous ne voulez pas parler? Non. Encore moins son aversion pour l'ancien président, en tout cas face à la caméra. Je voudrais vous dire tout le plaisir que j'ai à être ici, à Kinshasa, et à rendre visite au nouveau président Tshisekedi, parce que je l'ai rencontré il y a peu de temps avec le président Macron à Nairobi, et il avait souhaité que je lui rende visite, et le président Macron a souhaité que je vienne rapidement, ce qui est le cas, et c'est un échange très approfondi que nous avons pu avoir tout à l'heure. J'observe que c'est la première visite d'un ministre des Affaires étrangères français en République démocratique du Congo depuis 7 ans. Et donc, il nous importe de retrouver un bon rythme de partenariat. Et si je devais caractériser la tenue de ces entretiens, c'est le fait que nous voulons ensemble ouvrir un partenariat nouveau entre la République démocratique du Congo et la France. Partenariat nouveau qui s'appuie sur la feuille de route qui vient de vous être lue, qui sera enrichi d'ailleurs d'inflexion dans le domaine de l'agriculture et de l'énergie à la suite des entretiens que nous venons d'avoir. L'ensemble, c'est un programme de 300 millions d'euros sur la durée du mandat du président Tshisekedi. 300 millions d'euros que nous allons mobiliser pour le développement, pour la formation, pour la santé et pour la sécurité, et aussi pour les objectifs globaux que sont la francophonie et la lutte contre le réchauffement climatique, en y incluant désormais aussi, comme je vous l'ai dit, le domaine agricole et le domaine de l'énergie. Et dans cette perspective, une mission française viendra rapidement dès que le gouvernement nouveau sera constitué pour élaborer la méthode et surtout être en situation d'efficacité. Il me semble souvent que les Africains ont peur d'être indépendants. Qu'ils ont peur d'être indépendants. Par exemple, je suis en train d'étudier avec le président Bian comment faire pour créer au niveau de l'Afrique une banque d'investissement. Les Africains ont les moyens d'avoir une banque qui soit totalement indépendante des autres. Bon, on n'est jamais totalement indépendant dans le monde éclaté où nous vivons, mais je veux dire de prendre l'initiative. De prendre l'initiative. Au lieu d'être tout le temps dans une politique de mendicité, nous pouvons prendre des initiatives nous-mêmes. Bon, là-dessus aussi nous sommes d'accord. Donc, aujourd'hui, je pense que notre appartenance à l'Afrique, qui est le continent le moins développé du monde, doit s'exprimer en termes très concrets. Et tant que nous ne prenons pas en main notre indépendance et notre capacité à agir nous-mêmes, nous ne nous en sortirons pas.